Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons revenir sur la proposition du cadre de l'Union sacrée Steve Mbikayi pour la limitation des mandats présidentiels. Lui, il pense que c'est une vraie absurdité. Et cadre de l'Union sacrée, Steve Mbikayi propose la suppression carrément de la limitation de mandat et que l'on passe du quinquennat au septennat. Quelle analyse faire justement de cette proposition? Pour lui, il argumente que les 5 ans ne permettent pas à un président d'étaler justement sa vision en vue du développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que 5 ans sont-ils plutôt suffisants pour essayer d'asseoir la vision? Ça sera donc la grande question qui va orienter ces débats dans Ici Direct. Et puis nous reviendrons sur la sortie musclée médiatique de Kabound Jamark, qui avait donc demandé un dialogue inclusif à Félix Tshisekedi en brandissant donc la menace de la rue pour faire plier donc le président de la République. Est-ce que Jamark Kabound est-il le visage crédible de l'opposition aujourd'hui quand on regarde que celle-ci elle est complètement morcelée dans la sphère politique en République démocratique du Congo? Comment compte-t-il en arriver à faire plier justement le président Félix Tshisekedi? Et pour en parler, je reçois pour vous M. Jean-Claude Kapeta-Kayati, qui est donc au cadre du MLC. Il est secrétaire exécutif en province. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la radio Héritage, et je salue mon co-débatteur que je viens de découvrir encore sur le prestigieux plateau. Allez, lui, il est cadre de l'Union sacrée au cadre des ARDF, monsieur Maître Alain Kazadi. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Jean-Claude, c'est toujours un plaisir d'être invité sur ce plateau quand nous parlons de toutes les questions qui engagent la République démocratique du Congo. Je profite de saluer tous les téléspectateurs de Héritage Télévision et je salue le co-débatteur avec qui parlons la République ce soir. Allez, on commence justement avec vous. Aimé Boji, hein, ça c'est une parenthèse qu'on ouvre, il est donc président de l'Assemblée nationale, à remplacement de son mentor. Il est décrit comme son fils politique, Vital Kamerhe, c'est le mentor d'Aimé Boji. Est-ce qu'on a assisté à un jeu purement démocratique ou on a assisté à un jeu purement politique lors de ces élections, M. Jean-Claude Kapeta? Évidemment, M. Jean-Claude, c'est un jeu purement démocratique parce que Aimé Boji, comme vous l'avez constaté, il a reçu le soutien de tous les caciques de l'Union sacrée, ce qui veut dire que c'était un choix judicieux pour d'abord l'autorité de référence de cette plateforme, mais aussi il a reçu aussi le soutien de son parti politique qui est l'INC et même de son président national. Ça veut dire que c'est un jeu démocratique. C'est qui a fait un peu que cette procédure ou bien cette élection de ce nouveau président de l'Assemblée nationale soit un peu critiquée, surtout du côté de l'opposition. C'est parce qu'il n'y a pas eu aussi un candidat de poids de l'opposition qui pouvait l'affronter. Et tout en sachant que la majorité absolue est entre les mains de l'Union sacrée. Donc tout candidat de l'opposition devrait carrément perdre. Et voilà, nous saluons d'abord son élection et puis c'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, puisque c'est quand même une présidence sous haute tension. On connaît les enjeux qu'attendent la République démocratique du Congo. On est en 2025, bientôt 26. On sait qu'il y a l'échéance 2028. Ça sera quand même tumultueux, on le sait. Est-ce qu'il sera à la hauteur des... En fait, à cette question, moi je dirais que nous allons juger et évaluer sa manière de travailler, sa façon, n'est-ce pas, de résoudre aussi les problèmes que son prédécesseur a rencontrés. Et c'est par là que nous allons dire c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou bien ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, c'est un jeu démocratique. Tout à fait. Au cas où il ne respectait pas la ligne démocratique, aussi agir dans le sens de satisfaire surtout les attentes de la population, il se verra, n'est-ce pas, aussi sous pression comme l'a été le cas de son mentor. Monsieur Alain Kazadi, c'est une parenthèse qu'on ouvre. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les triomphes de la démocratie lors de ces élections? Et on a l'impression que les présidents des assemblées sont pris en otage par les députés, puisque le peuple ne réclamait rien de Vital Kamerhe, mais il a sauté juste parce que certains députés ne voulaient pas de lui. Est-ce qu'on a eu les triomphes de la démocratie? Je pense que en tant que membre de l'Union sacrée, je vais réfléchir en deux volets. Je réfléchis d'abord comme membre de l'Union sacrée. En tant que membre de l'Union sacrée, je pense que les principes liés à la démocratie ont été respectés parce qu'il n'y a pas de députés qui ont été contraints. Le problème, c'est que nous, à l'Union sacrée, nous respectons
la vision ou les mots d'ordre qui est donné en amont par les chefs d'équipe. C'est ça le problème. Mais personnellement, en tant que scientifique, il y a quelque chose qui m'a laissé perplexe. Ça ne m'engage que moi. La liberté d'expression et d'opinion est garantie par notre Constitution, en tant qu'avocat, bien sûr. Ma question que j'étais en train de me poser, Aimé Boji, ce n'était pas un chômeur. Ça, c'est ma première réflexion que j'ai eue. En tant que jeune, Aimé Boji, ce n'est pas un chômeur. C'est quelqu'un qui était ministre. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut que quelqu'un qui est actuellement ministre démissionne de son poste pour qu'il vienne occuper un autre poste? Ça, c'est ça la question que moi je me posais. Ma question, je me posais, est-ce qu'au sein de l'INC, il n'y a pas une autre compétence, hormis Vital Kamere, qui pouvait récupérer les postes d'Aimé Boji? Ça, ce sont mes questions qui sont restées comme ça, qui demandent des analyses très approfondies. Je me dis, on ne doit pas bâtir les institutions avec les noms des individus. Vous voyez, Kamere peut passer. L'INC, je connais beaucoup de gens qui sont très influents, très intelligents. Je connais le secrétaire Billy Kambala. Je connais des ténors de l'INC, même en province aujourd'hui, qui valablement devraient récupérer ces postes. Bien sûr, ça leur appartenait dans la répartition qu'on a fait. Mais en tant que Congolais, en tant que membre de l'Union sacrée, je suis obligé de me plier aux décisions du parti qui ont été prises. Voilà, merci. C'était donc la parenthèse justement. On va parler des grandes thématiques réservées pour ce numéro d'ici aujourd'hui avec la proposition de M. Steve Mbikaï, qui est aussi un membre influent au sein de l'Union sacrée, qui pense que la limitation de mandat présidentiel est une absurdité. Il a évoqué plusieurs exemples par rapport aux pays qui nous entourent, qui tous sont passés et donc du quinquennat au septennat. D'autres ont carrément supprimé donc cette limitation. Le président peut se représenter autant de fois, mais pour un mandat de 7 ans, il a parlé du Gabon, il a parlé de l'Ouganda et beaucoup d'autres pays. Est-ce que M. Jean-Claude Kapeta, vous pensez qu'aujourd'hui, la RDC est dans une absurdité démocratique telle que stipulée par M. Steve Mbikaï? Bon, en fait, c'est une analyse, c'est sa façon aussi de voir les choses. Mais c'est un homme politique et on sait qu'il n'y a pas de gâteau évidemment. En politique. Ouais. C'est une analyse personnelle et individuelle et c'est aussi une façon pour lui, sa manière de voir les choses. Alors pour moi, je dirais que il y a des choses qu'il faut retenir dans cette question-là. Ouais. D'abord, la suppression de la limitation des mandats, mais aussi la révision des mandats, de la durée du mandat, de 5 à 7. Donc nous devons faire la part des choses. Moi, je suis pour la révision de la durée de mandat de 5 à 7. Okay. Pourquoi? Parce que cela permettrait, n'est-ce pas, aux dirigeants et surtout aux chefs de l'État d'étaler sa vision, comme vous l'avez insinué dans votre exposé, mais aussi de faire le travail, surtout quand il a mobilisé des recettes et qu'il a déjà des moyens pour pouvoir travailler. Vous voyez, avec les 5 ans, lorsque le président est élu, et dès lors qu'il est investi le 20 janvier, après la fin du mandat, pour installer ou bien nommer le gouvernement, ça prend un temps. Ça dépend de comment il a été élu. Hein. Ça prend... Non, ça dépend de comment il a été élu. Parce que là, vous vous inspirez de l'exemple de Tshisekedi, il y a eu une coalition FCC, ça a pris du temps. Mais si tu es élu par ta propre majorité, ça ne prendrait pas forcément du temps. Non, mais quelle élection dont vous parlez? Est-ce que c'est un suffrage direct ou bien indirect? Le président est élu démocratiquement. Nous savons qu'il est élu démocratiquement par le suffrage direct. Oui. Et du coup, lorsqu'il est élu, il doit, n'est-ce pas, procéder à la nomination des premiers ministres. Et aussi, le premier ministre va proposer, n'est-ce pas, son équipe qui sera aussi nommée par la suite et puis installée. Et cette action-là prend du temps. Okay. Vous avez vu avec le mandat ici en cours, ça a pris au moins 6 mois presque pour nommer la nouvelle équipe. Alors, supprimer la limitation des mandats, ça c'est une autre chose. Ça serait favoriser maintenant le pouvoir personnel ou bien l'autoritarisme. Pourquoi? Parce que dans la plupart des démocraties modernes, la limitation des mandats joue un rôle important. Surtout pour empêcher la concentration excessive du pouvoir, favoriser l'alternance, réduire les risques d'autoritarisme, comme je l'ai dit, mais aussi garantir que le président reste redevable devant le peuple. Et donc, supprimer la limitation du mandat, c'est supprimer ces garde-fous aussi qui vont permettre, n'est-ce pas, au président et surtout aussi décrédibiliser les élections. Okay. Parce qu'on le sait, là, on va maintenant donner un go à l'autoritarisme. Le président va commencer à se représenter, surtout comme nous savons en Afrique,
dès que quelqu'un est à la tête du pays, c'est fini le mode du scrutin ou bien les élections, il n'y aura plus de crédibilité. Merci. Il peut toutefois manager les élections, il peut toutefois manager le scrutin, et du coup, c'est lui seul qui se représente comme au Cameroun, comme au Rwanda, en Ouganda et au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Voilà. Donc, ce n'est pas une bonne technique, ce n'est pas une bonne proposition. Mais je suis pour la révision de la durée du mandat du chef de l'État. Je reviens à vous. Monsieur Alain Kazadi, est-ce que vous pensez que c'est une absurdité qu'on soit dans la limite? C'est venu d'un homme influent de l'Union sacrée, donc ça ne peut pas être pris au hasard. Merci, M. Jean-Claude. Les malheurs que nous avons aujourd'hui à l'Union sacrée, c'est que nous avions tout englobé à l'Union sacrée. C'est ça le problème que nous avons. Et je pense que le travail que le président de la République devrait faire en amont en constituant la majorité, l'Union sacrée, ouais. Il fallait un nettoyage. J'ai aimé l'analyse très pertinente de mon co-débatteur. Pour ma part, c'est une bêtise d'entendre dans la bouche de Steve Mbikai une telle déclaration. Je comprendrais qu'il soit un homme de la rue, j'accepterais qu'il soit un monsieur comme tout le monde. Steve Mbikai, c'est quelqu'un qui était ministre dans le gouvernement Ilunga Nkamba. Lorsque vous lisez la constitution de notre pays, nous ne sommes pas une jungle. On respecte peut-être son point de vue qui est garanti par la liberté d'expression. Nous sommes un pays qui a une constitution où le président de la République a prêté serment. Quand vous lisez l'article 70, la constitution stipule ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Ça, c'est la Constitution. Et les législateurs, pour empêcher la bêtise de Mbikai, les législateurs avaient déjà verrouillé notre Constitution. Ça signifie, on peut faire la révision de la Constitution, mais il y a certaines dispositions de notre Constitution qu'on ne peut pas toucher. Lorsque vous lisez l'article 220 de notre Constitution, les législateurs disent ceci. La forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Je me pose la question. Mbikai, quand il s'est levé dans son lit, ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Mais là, on est dans un domaine purement politique. Vous savez, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que le président s'est entouré de gens qui ne peuvent pas lui dire ici non, là-bas oui, pour l'intérêt du peuple. Si vous regardez dans les déclarations de Mbikai, il n'y a que ses intérêts privés. Il veut faire les dialogues pour qu'il puisse encore avoir la nomination quand il y aura remaniement du gouvernement. Et nous, quand on va remanier le gouvernement, nous serons où? D'accord. Moi et mon frère qui est là-bas, nous devons avoir la chance. Ça, c'est la première analyse. Vous allez lui donner dans mon temps. La deuxième des choses, il faut se poser des questions en tant que scientifique. Aux États-Unis, ils ont un mandat de combien d'années? 4 ans. Est-ce que le président aux États-Unis développe le pays, oui ou non? Mais c'est un pays carrément déjà développé. C'est ça le problème que nous avons. Au Congo, ici, ce n'est pas un problème de nombre de mandats. Il y a les pays qui venaient à peine de faire les élections ici, Cameroun. Nous avons Paul Biya qui est président à vie. Est-ce que vous avez vu là-bas, le pays s'est développé? Ça signifie que même si on donnait 10 ans à quelqu'un qui n'a ni plan, ni vision, le pays ne va pas se développer. Moi, je pense, nous devons respecter les législateurs dans cette matière qui est la Constitution. On vous donne 5 ans, renouvelable une fois. Si tu termines 10 ans, tu plies bagage, tu pars. La République, ce n'est pas un bien de ta famille. Il y a d'autres personnes qui peuvent gérer la République. Monsieur Jean-Claude, il a parlé des dimensions. Déjà, il remet en cause la proposition sur la durée. Il pense qu'il ne faut pas avoir 20 ans pour développer. Comme on dit, si on a un projet, on a une vision, 2 ans suffiraient pour la matérialiser et tout. Comment vous en pensez? Merci beaucoup. Moi, je m'inscris en faux par rapport... en fait, il est juriste, comme il a énoncé. Et vous savez qu'il est au courant que le droit est évolutif.
au fur et à mesure que la société évolue, les lois et les droits aussi évoluent. Ça veut dire que la Constitution peut être changée. Le législateur qui a légiféré ce qu'il a lu, c'est un humain, c'est une personne comme vous et moi, et comme lui et moi. Et donc, le juriste s'attelle sur ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui doit être. Maintenant, il y a des philosophes qui pensent aller plus loin pour comprendre la société dans le futur. Alors, les 7 ans que l'on réclame, tout cela dépend de la réalité de chaque société, de chaque pays. Donc vous pensez qu'on peut se passer de l'article 220 qui verrouille carrément... Ça veut dire que la Constitution peut être révisée et elle peut être modifiée. Oui. Au besoin même, elle peut être changée. Et cela sous condition par le référendum. Il faut que le peuple accepte et sanctionne par le référendum. Si le peuple vote pour oui, à ce moment-là, on valide ce que le législateur ou bien ce que la commission d'élaboration de la Constitution a établi. Mais si le peuple dit non, nous ne voulons pas, du coup, on met de côté, on prend la volonté du peuple. Okay. C'est comme ça. Et donc, les 7 ans, vous avez dit que, tel qu'au Cameroun, le président a trop duré, mais il n'a pas... Il a 44 ans au pouvoir. Voilà, il n'a pas développé. Oui. Voilà, j'ai aimé une chose qu'il a soulevée, c'est que c'est la volonté politique. Dès que le président a une volonté de développer son pays, vous voyez avec Félix Tshisekedi, par exemple, aujourd'hui, dans 6 ans, le président a fait quand même des miracles. Nous avons maintenant les universités qui naissent, qui poussent. Nous voyons les routes qui sont en train d'être construites pour relier des provinces. Nous voyons des grands projets tels que le projet de Kanyamaka CC qui avait été enterré, un projet qui date depuis longtemps, depuis Laurent Désiré. Mais le projet qui est déterré par Félix Tshisekedi, un patriote, voilà. Mais ça, c'est du point de vue Union Sacrée. Hein? Voilà, du point de vue parce Union Sacrée. Parce qu'un opposant n'aurait pas le même discours. Ouais. Voilà, ça parle. Vous voyez que c'est un président qui a la volonté de faire. Mais le temps lui fait défaut. Alors pour cela, si un président, par exemple, celui qui venait après Félix, celui qui va venir peut-être après Félix, si on lui octroyait aussi 7 ans et qu'il y a la volonté de faire, les 7 fois 2, ça fait 14. Dans 14 ans, le président peut faire beaucoup de choses. Il peut développer. Mais lui, il dit, il a parlé de l'exemple des États-Unis, on n'a pas besoin de 10 ans. Là, c'est 8. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Okay. Les États-Unis, c'est un État qui s'est développé, ce n'est pas aujourd'hui. La lutte des États-Unis n'a pas commencé aujourd'hui. Vous pouvez voir même la France. Ça n'a pas commencé aujourd'hui leur développement. Mais nous sommes en train de nous développer. Mais il y a au moins des gens qui ont la bonne volonté de développer le pays, mais ils n'ont pas le temps de le faire. Vous voyez? Alors, l'état qui est imparti dans la Constitution, c'est un état qui est très minime en rapport avec les réalités politiques d'autres pays. Vous voyez que pour installer d'abord le gouvernement, ça prend du temps. Pour installer le... Non, attention. Monsieur Jean-Claude, tant une seconde, on va débasculer. Ça prend du temps. 10 ans, c'est peu pour développer un pays. Ce que vous pensez, pour une vision d'une personne. Un pays continent comme la RDC, un pays où il y a beaucoup de réalités sociopolitiques. Vous voyez que... Mais il a parlé du risque de prendre en otage. Ce n'est pas une famille, une personne qui peut gérer seule la République pendant 14, 15, 20 ans. Non, on n'a pas dit que ça sera une prise d'otage. Mais on dit qu'on vote un président pour 7 ans. Okay. Ça veut dire qu'il fait ses 2 mandats et puis il laisse le pouvoir. C'est ça le problème. Ce n'est pas... Si vous dites comme ça, c'est comme si nous sommes en train de soutenir l'idée de Steve Mbikaï de supprimer la limitation des mandats. Ouais. Mais on révise la durée des mandats, on retient le nombre de mandats à un mandat renouvelable une seule fois. Merci. Monsieur Alain Kazadi, voilà, vous allez réagir s'il y a à réagir par rapport aux propos de monsieur Jean-Claude Capeta, mais on peut considérer cette proposition comme une sorte de ballon d'essai. Puisqu'on sait, on est en fin 2025, bientôt 2026. Hein. Non. Ballon d'essai, non. Mais ce sont les déclarations des gens qui n'aiment pas le peuple. Je vous ai dit qu'ici, j'ai réfléchi de 3 manières. Comme un scientifique, comme un juriste et comme un politique. Laisser Steve Mbikaï parler comme bon lui semble, c'est son droit. Mais on sait pas... Vous savez, il y a certaines réactions, certaines phrases, quand ça sort des bouches de certaines personnes, ça suscite la compréhension. Si c'était mon co-débatteur qui est là, qui aurait dit, on essaie de comprendre, est-ce que ce n'est pas un jeune qui a pensé, qui a réfléchi et qui a trouvé, lui, que les 7 ans ne sont pas suffisants. Monsieur Jean-Claude, même le président Tshisekedi lui-même, la dernière fois, vous vous rappelez, il était à l'étranger. Il a dit, déjà avec les problèmes comme ces pays ici, rester au pouvoir longtemps là, tu vas craquer.
Et puis, on n'a pas dit que le développement d'un pays, nécessairement, on va atteindre les sommets avec une seule personne. Ça, c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous devons apprendre à jouer la partition dans un film qui s'appelle Vie. Vous faites 5 ans, vous partez. Dans ce pays, ce n'est pas le problème de nombre d'années. Dans ce problème, ce n'est pas le problème des tests ou des lois qui manquent. Ce qui nous manque dans ce pays jusqu'ici, c'est la classe politique. Et je suis en train de prier qu'on reste peut-être avec les jeunes que nous sommes. Une nouvelle génération, des jeunes conscientes qui voient maintenant la mission que nous avons, mettre hors état de nuire cette classe politique de Bahati, Mbikai, Kabouya, tous ces gens là-bas qui sont des unions sacrées opposition, il faut les mettre en retraite pour que ce pays puisse décoller. Je vais te prendre un exemple, même s'il n'est pas bon. Regarde aujourd'hui quand vous prenez Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré. Vous ne voyez pas que dans 3 ans, ce jeune homme a pris le pays, il l'a mis sur les rails. Quand vous prenez aujourd'hui... Non, il y a ce que l'État des papilistes pour rien. Parce quand vous prenez aujourd'hui le Mali, oui. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, avec le général Abdraman Chani, les Nigériens... Le problème que nous avons ici, je vous dis, même si nous mettons 10 ans par mandat, aussi longtemps que vous serez entouré de Mbosso, Lambert Mende, Kabouya. Il ne faut pas quand même cibler les gens. Le problème, c'est le système ou ce sont les individus. Vous avez parlé de la classe politique. Le système, c'est l'ensemble des individus qui s'entourent autour d'une personne d'abord. Oui. Vous voyez, non? Ça signifie, même si on donnait à mon ami qui est ici 10 ans pour mettre sa vision, aussi longtemps qu'il sera entouré de ces papas que nous avons aujourd'hui, ce pays va tourner à rond. Moi, je propose, on laisse les mandats tels, mais qu'on y mette les gens qui ont les ambitions, les plans et les visions claires pour travailler. Merci. Monsieur Jean-Claude, est-ce que c'est un problème des classes politiques qui freinerait justement un président de s'étaler pendant 5 ans, renouvelable une fois? Renouveler la classe politique, ça a toujours été un souhait pour nous. Mais aussi de manière brutale. Et on se réveille un bon matin, on prend seulement, on les met déjà à la tête du pays. Vous savez que lui, il est lecteur de la Bible. La Bible dit que malheur a été géré par l'heure. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes, nous gérons à des fois par émotion, par et tout. Vous voyez, il faut toujours la sagesse de vivre en compagnie. Et bien, c'est qu'il a dit, dès la classe politique, que nous voyons les mêmes visages dans le monde ou bien sur la scène politique congolaise. Ça, c'est une chose. Alors, avoir des hommes de vision parmi les vieux, le problème, c'est les réalités sociopolitiques de notre pays. D'un côté, il y a d'abord la guerre, on vous divertit avec une guerre. Une guerre dont ils n'ont pas d'objectif. En quelques semaines de diversion, pour vous faire passer le temps que vous puissiez trouver des solutions par rapport à cette guerre, cette diversion-là, que vous puissiez travailler, ça vous consomme. Vous voyez un peu? Tout ça sont des réalités sociopolitiques de la République du Congo. Moi, je pense, si Félix Tshisekedi, Camerounais, se levait, il aurait développé le Cameroun peut-être dans 5 ans ici, ou bien dans 10 ans, que nous lui avons donné ici. Il le fait. Pourquoi? Parce que le Cameroun est en paix. Il n'y a pas une rébellion qui agresse. Non, l'Est anglophone est souvent menacé par... Ça fait faire du bruit un moment. Mais il y a du cas. Mais au moins, depuis que Paul Biya existe, il y a un qui est là. Mais à un moment donné, il y avait eu cette instabilité-là. Mais vous voyez que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, c'est la guerre. Et il n'y a pas le temps. Mais malgré la guerre, il fournit les efforts. Donc, selon Mbikai, s'il vous plaît, selon Mbikai, c'est que M. Félix Tshisekedi n'a pas eu le temps suffisant pour étaler son programme. C'est ça? Si on essaie de paraphraser Mbikai. Mbikai, pour moi, je pense qu'il n'a pas dit, il n'a pas fait référence à Félix Tshisekedi. Mais il fait référence au pays, à la RDC. Au pays. C'est une pensée qui est globale. Okay. Il n'a pas vraiment individualisé sa pensée mais son analyse. Tout à fait. Il a dit que nous puissions supprimer la limitation des mandats et aussi revoir la durée des mandats. Ça, c'est pour permettre, n'est-ce pas, au chef de l'État, n'est-ce pas, de travailler. Mais moi, je suis pour
la révision de la durée du mandat, mais pas la suppression de la limitation du mandat. Okay. Donc là, je suis très clair. Oui. Et donc, je voudrais dire que revoir la classe politique, ça c'est une chose, c'est une évidence, mais ça ne peut pas se faire de manière brutale et inopinée. D'accord. Ça demande un temps et aussi intégrer la classe politique comme nous sommes dans des partis politiques, nous militons, nous nous battons. Un jour ou lendemain, on se verra déjà, il est ministre, il est gouverneur, et puis c'est comme ça on se trouve dans cette politique. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas se réveiller comme ça, on sélectionne seulement les jeunes, et puis ministre jeune, tous président de l'Assemblée. Non. Il faut une sagesse aussi. Alors, est-ce un peu de conclure en étant plus pratique? Oui. Dans la tête d'Mbika, il faisait référence à la RDC, ça c'est une chose. Est-ce qu'il faisait aussi référence à M. Tshisekedi, disant qu'il n'a pas eu le temps de mettre en place sa politique? Il y a les cas de l'IDPS qui les font et qui disent que le premier mandat a été freiné par la guerre entre FCC-CACH, le second freiné par peut-être ce qui se passe à l'est de la RDC. Est-ce qu'il y a un certain regret auprès de Félix Tshisekedi de dire je n'ai pas eu suffisamment de temps pour peut-être mettre en place l'État que je voulais? Monsieur Alain Kazadi. Monsieur Jean-Claude, même quand vous passerez président de la République, vous ne ferez pas tout. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de cibles précises. Quand on vous donne la gestion de la chose publique, vous devez toujours choisir un seul débat. L'histoire retiendra aujourd'hui que le passage de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays nous a amené la mise en application de la gratuité de l'enseignement. Quand vous avez des grandes responsabilités que vous prenez, j'ai toujours conseillé, ou je pense toujours, vous ne ferez pas tout. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui sera attaché à vous. Quand vous regardez les présidents dans le monde qui ont impacté, vous verrez qu'il n'a pas impacté dans tous les domaines où son nom est resté. On va te dire que Magufuli, en Tanzanie, c'était les routes et la nourriture. On va te dire que Kagame, qui agresse aujourd'hui la RDC, lui, c'était la stabilité et la paix pour son pays. On va te dire que tel président, lui, c'était... Donc, ça signifie que le président Tshisekedi, lui-même, d'abord, il devrait se fixer lui-même un objectif de dire mon passage à la tête. Moi, si aujourd'hui je passe le gouverneur du Haut-Katanga, je me dis, je me donne la mission. On va régler la circulation, on va combattre les constructions anarchiques, on va mettre la sécurité. Je m'appuie sur ces trois axes, même s'il y en a autant que je ne vais pas négliger, mais j'aime que ça reste côté à moi. Le problème du président Tshisekedi, c'est que Mbika il fait aujourd'hui, c'est un lobbying, il veut encore réapparaître sur la scène politique, qui va encore amener... Nous sommes déjà aujourd'hui à la phase, on n'a pas un bon climat aujourd'hui. Nous sommes en train de militer comment trouver la paix sociale entre les Congolais, s'asseoir autour d'une table pour trouver de bonnes négociations. Et puis un certain Mbika, il surgit un Martin comme ça, il dit, c'est ça ne suffit pas, j'aime qu'on puisse supprimer les mandats. Est-ce que vous pensez que dans la période où la RDC est en train de traverser ici, nous avons besoin qu'on ait des acteurs politiques comme ça? Les problèmes, les garants de la nation, que je salue en passant le président de la République, et le gouverneur Jacques Yaboulakatu et le gouverneur Martin Kazembe, sont des gens qui sont entourés par des flatteurs qui ne les aident pas à atteindre leur vision. Les gens comme le Mbika, il faut les mettre dehors. Merci. Mais, ouais, réaction, vous pensez aussi que c'est par manque de vision? Parce qu'on veut tout embrasser et du coup, comme on dit, qui top embrasse, c'est mal étrange. Vous savez, Jacques-Paul, la vie d'une nation a plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Et chaque secteur demande satisfaction. Raison pour laquelle vous voyez, chaque ministre a son secteur bien précis. Ça veut dire que le ministre doit fournir les efforts de faire de bonnes réalisations qui rencontrent les attentes de la population dans son secteur-là. Ce n'est pas au président de la République d'avoir des visions claires. Il peut avoir 2 ou 3 visions. Ça veut dire qu'il se limite là. Ça veut dire que la vie de la nation, il met de côté. Non, il y met plus d'énergie. Non. Sans négliger. Ça veut dire que le développement, quand on dit développement durable, c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Okay. Et quand on vote le budget national, on répartit le montant, l'argent, selon les secteurs. Et ça n'a jamais été équitable. C'est pour vous dire qu'il y a des priorités. C'est ça. Ouais. Il y a des priorités, il y a des besoins déjà que les ministères sectoriels présentent. Et par rapport aux besoins, on évalue et puis on y affecte les montants selon la taille du budget. Et donc, quand on dit le développement, on voit le développement intégral dans tous les secteurs de la vie nationale.
Et donc, le temps dont nous cherchons là, ce n'est pas pour que le président se fixe seulement 3 objectifs, c'est pour que le président puisse s'étaler. Moi, je parle toujours d'un pays continent comme la RDC. Oui. C'est un pays qui est très vaste. Vous imaginez que le président a pris l'initiative de relier toutes les provinces. Ça va se faire dans 7 ans, plutôt dans 5 ans. Relier toutes les provinces. Par les routes? Oui, par les routes. Et on a déjà des routes, non? Il faut, on peut les relier. On a déjà des routes, mais les routes qui ne sont pas asphaltées et qui ne sont pas bitumées. Et vous pensez que ça prendra 10 ans? Pour relier. S'il y a la volonté. Oui. Non! Ça prend... Des bougnas, s'il vous plaît. Non, mon ami. S'il vous plaît. Des bougnas. Des bougnas en passant par le Grand Kivu jusqu'au Kassai là-bas. Oui. Vous pensez qu'on peut asphalter cette route-là dans combien de temps? Une année, ça peut se faire, mon ami. Oui. D'abord, mon ami, quand il y a les travaux de route, d'abord, on veut rallier aujourd'hui Lubumbashi avec Kolosi. La première des choses, on ne donne pas à une seule entreprise. On donne par exemple 20 km à une entreprise, 20 autres à une autre entreprise. Prenez votre mal en patience. Je pense que c'est moi qui ai la parole. Alors, quand il a dit que le président de la République avait dit, une fois que, avec les problèmes qui sont dans notre pays, je ne saurais pas faire beaucoup de temps. C'était dans quel contexte quand le président a parlé, a lâché ce mot-là? C'était pendant qu'on lui accusait de pouvoir briguer un 3e mandat. Alors que le président l'a dit ici à Lubumbashi, vous vous rappellerez, dans un meeting public, que moi je ne suis pas venu ici pour m'éterniser au pouvoir. Il est venu pour remettre le pays sur les rails, mais aussi revoir la Constitution. Parce que la Constitution que nous avons ici, elle a beaucoup de failles. Il vous souvient, c'est parce que ce n'est pas un débat qui porte sur la rapidement, Constitution. Comme ça, on parce que j'allais soulever certaines questions. Oui. Tel que l'article 10 de la Constitution, c'est la nationalité congolaise. Vous voyez qu'il y a des gens qui se réclament d'être congolais qui ne sont pas, tels que les Banyamulenge, ils ne sont pas congolais. Mais constitutionnellement, vous voyez que l'article 10 qui existe dans cette constitution que nous avons aujourd'hui, c'est l'article, je pense, 6 ou bien 8 de l'accord de Nemera qui avait été signé le 26 octobre 1996. Rapidement. À Nemera. Oui. Vous voyez, tout ça, il faut qu'on révise la constitution, que nous ayons une loi fondamentale qui répond, n'est-ce pas, aux réalités sociopolitiques, socio-économiques de notre pays. Merci. Ça veut dire que s'il faut que nous puissions revoir la durée de mandat à 10 ans, par exemple, ça c'est la réalité congolaise. Nous pouvons accorder mais 10 ans renouvelables. Le problème, c'est que lui, il s'est appuyé sur les exemples. Et les exemples sont là. Quand il parle du Gabon, il parle de l'Ouganda, il parle d'autres pays. Est-ce que ces pays-là sont-ils suffisamment développés? Nous avons le Congo-Brazza avec Dani Sassou Nguesso. Ouais. Non mais Congo-Brazza, c'est notre ami. Il a soulevé, il a donné l'espace. Ouais. Il dit que tous les pays qui nous entourent sont passés à 7 ans. Nous sommes les seuls qui sont restés par exemple à 5. Évidemment, mais moi je vous ai dit que si notre pays était comme Congo-Brazza où il n'y a pas la guerre, dans 5 ans, Félix allait développer déjà le pays. C'est trop optimiste. Mais vous voyez que notre pays a des problèmes. Oui. Les problèmes d'abord des guerres et tout ça. Pour résoudre cette question, ça prend du temps. Merci. Une réaction dans 30 secondes? Ce que je voulais dire ici, je partage la même vision avec mon co-débatteur. Mais seulement je me dis, nous avons des exemples concrets où les gens ont changé le nombre de mandats et rien ne s'est fait. Moi, pour ma part, en tant que scientifique, ce n'est pas un problème sur le nombre de mandats. Même si on donnait 10 ans, 15 ans à un inconscient. Kabila, on en a fait combien avec lui? Kabila, on a fait 18 ans avec Kabila. Est-ce qu'il a développé ce pays? Mobutu, on a fait combien? Mobutu, on a fait un royaume, il en a fait 32 ans. Donc, à l'époque de Mobutu, il en a fait 32 ans. Hormis les miettes, la stabilité qu'il a fait. Mais c'est Jean-Claude. Le problème dans ces pays, c'est un problème d'hommes et un problème de volonté. Les mandats, les nombres de mandats. Même si on disait que le président peut se renouveler autant de fois qu'il voudra se représenter, si nous n'avons pas quelqu'un qui vient avec l'objectif de changer, avec cette classe politique pourrie, j'aime dire comme ça, nous n'allons pas changer quelque chose. Merci, restons d'abord à 5 ici. Les mandats passent, tu fais 10 ans, tu n'as pas changé, on te met dehors. On prend mon ami qui est là, on lui donne aussi 10 ans. Dans 10 ans, s'il ne change pas, on le met dehors. On prend M. Kazadi, on met là-bas, on dit celui le président. 10 ans, si je ne change pas, on met dehors. Jusqu'à tel point un Messie viendra pour changer ce pays. Voilà. Non. Voilà, on prend la deuxième thématique, oui. Mais dans les 10 ans là, il ne calcule pas le temps qu'il faut pour, n'est-ce pas, installer les équipes. Parce que ça aussi, ça consomme le temps. C'est dans ce contexte, c'est dans cet ordre d'idée-là que nous souhaitons que le mandat soit revu de 5 à 7. Parce qu'il lui faut suffisamment de temps. Au lieu que pour installer l'équipe gouvernementale, ça doit vous prendre toute une année, vous avez vu, presque une année.
Je vais réagir. S'il vous plaît. Pour installer le bureau de l'Assemblée nationale également au Circuit démocratique du Congo. C'est ce qu'on vous a dit, c'est de la manière dont vous avez accédé au pouvoir. Non, si c'est par les alliances, vous discutez. Même pas la manière dont on a accédé au pouvoir. Mon ami, c'est dans vos minutes, mais excusez-moi. Réaction rapide. Le problème d'installer les gouvernements, c'est une bonne preuve de nos autorités ou de nos leaders qui sont égoïstes à eux-mêmes. Quand ils regardent le temps que ça prend pour qu'on puisse installer un gouvernement, vous sentez que toutes les discussions ont posé qui sera où, il est de quel parti politique, il est de quelle tribu, il est de quelle famille. C'est dans la répartition des gâteaux quand les gens n'ont pas encore retrouvé leur compte que ça prend du temps. En France, ça nous prend combien de temps pour qu'il y ait installation du gouvernement? C'est ça le problème quand on a des gens égoïstes. C'est pas le problème des mandats. Parce que la Constitution a dit que lorsque le président n'a pas la majorité absolue, il doit procéder à la coalition. Il doit procéder à la coalition. Et pour maintenant nommer le Premier ministre, il faut nommer... Par exemple, dans le cas de l'Union sacrée, informateur. Oui. En 2003, l'Union sacrée avait sa majorité. Pourquoi ça a pris du temps? C'est là il parle du partage des gâteaux. Des autorités que nous avons. Non, mais vous comprendrez que c'est toujours un problème de la Constitution. Voilà, merci. C'est pas l'égoïsme. C'est de l'égoïsme, mon ami. Tout ça, vous voyez qu'on a eu les élections en 2023. Ouais. Mais il a fallu que l'on procède maintenant aussi aux consultations et tout. Ouais. Pour, n'est-ce pas, mon ami, je participe quand il y a formation du gouvernement provincial ici. Je participe à ces débats. Moi, personnellement, je participe. Vous regardez que quand les choses bloquent, c'est l'égoïsme personnel. Tel voulait le ministère des Mines, on l'a mis au ministère des Transports. Lui, il n'est pas content. On ne va pas publier le gouvernement le soir. Il faut qu'on négocie avec lui, qu'on puisse le convaincre pour qu'il accepte. Kamere voulait telle place, on ne lui a pas donné, on lui a donné autant. C'est un problème de quota. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que quand vous regardez, la jeunesse n'est pas dedans. Merci, monsieur. C'est pour ça que je commence à dire, nous les jeunes, nous devons maintenant nous unir aussi pour nous lever, pour dire, vous les vieux, oui, vous êtes sages, on accepte, oui. Mais maintenant, là, nous devons co-gérer ces pays avec la jeunesse. Merci, monsieur. Aussi longtemps qu'on va laisser les on va prendre la deuxième thématique. Nous, les jeunes, on va toujours acclamer dans les mêmes. Merci. Tout à fait. Non, on prend la deuxième thématique concernant l'opposition avec Jean-Marc Kabound qui a donc demandé un dialogue inclusif au président Félix Tshisekedi et brandit donc la menace de Larry. Il maîtrise, selon lui, il maîtrise Larry pour avoir combattu Joseph Kabila justement. La question qu'on va se poser, est-ce qu'aujourd'hui Jean-Marc Kabound, par rapport au contexte de l'opposition, est-il le nouveau visage un peu plus crédible de cette opposition? Et qu'est-ce qu'il a entre ses mains pour, pas intimider, mais pour menacer quand même Félix Tshisekedi de Larry? Est-ce que c'est un mec qui maîtrise Larry ou pas? C'est des questions qu'on va se poser. Je commence avec vous, monsieur Jean-Claude Kapeta Kayati. Je rappelle que vous êtes au cadre du MLC. Est-ce que la demande du dialogue est-elle opportune pour Jean-Marc Kabound? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Nous avons suivi avec une attention soutenue la sortie médiatique de M. Jean-Marc Kabound. Ouais. J'ai analysé son speech, sa prise de parole, dans sa conférence de presse. Je me suis dit, mais est-ce que Jean-Marc Kabound, est-ce que c'est un monsieur qui se met à sa place ou bien il déraisonne? Excusez-moi le terme. Parce que Jean-Marc Kabound, quand il a parlé d'abord de la dictature de Félix Tshisekedi, qu'il prétend combattre maintenant avec toutes ses énergies. Ouais. Mais un homme comme Jean-Marc Kabound... Il faut rappeler qu'il a fait la prison. S'il vous plaît. Un homme comme Jean-Marc Kabound, quand il était au pouvoir, il a montré sa vraie nature. À telle enseigne que si Jean-Marc Kabound devenait président de la République, personne ne pourra boire de l'eau dans ce pays. Parce qu'il trouvait les pinets des gens. C'est la voie publique. Quand vous rencontrez dans un embouteillage avec Jean-Marc Kabound, il descend de son véhicule, il trouve les pneus. Un homme comme ça à la tête du pays, est-ce qu'il peut vraiment faire régner la démocratie? Et donc, Jean-Marc Kabound, moi je pense qu'il fait une politique de vengeance, de haine par rapport à l'éviction qu'il a connue, n'est-ce pas? Il avait démissionné. Au niveau de son il avait démissionné. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il a la haine, c'est une vengeance en fait. Il est en train de se battre contre ceux qui ont fait qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ce que Jean-Marc Kabound aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a fait qu'il devienne ce qu'il est là. Alors, le dialogue qu'il réclame, mais Kabound devrait d'abord réfléchir que dans notre pays, est-ce qu'il y a une crise interne, est-ce qu'il y a une crise institutionnelle pour appeler au dialogue, pour marcher par exemple?
Il n'y a pas une crise institutionnelle. Nous avons connu les élections en 2023. Il y a eu les gagnants, il y a eu les perdants. Et c'est lui qui gère, il gère en respectant, n'est-ce pas, la Constitution. Jusque-là, il est en cours de son mandat. Est-ce que Félix Tshisekedi a glissé? Il n'a pas glissé. Est-ce que Félix Tshisekedi a violé la Constitution? Il n'a pas violé la Constitution jusque-là. Pourquoi organiser les dialogues? Quand on parle de la guerre à l'Est, le M23 qui nous attaque, ce sont les Rwandais, nous le savons tous, ce sont les Rwandais. Est-ce qu'il faut-il dialoguer en interne pour que la guerre se termine avec le M23? Et pourtant, il y a un dialogue, il y a une négociation avec le M23 au Qatar. Ouais. Il y a une négociation avec le Rwanda. Le Rwanda, leur soutien, leur parrain aux États-Unis. Faut-il encore que les Congolais se réunissent? Parce qu'en interne, nous, les Congolais, nous vivons dans une cohabitation totale. Il n'y a pas de division, il n'y a pas des ethnies, il n'y a pas de tribus qui se tirent dessus. Et donc, nous sommes en parfaite cohésion nationale. Nous allons dialoguer sur quoi? On peut dialoguer, le chef d'État a dit que moi, je suis le garant de la nation. Il est prêt pour convoquer le dialogue pour discuter sur les questions de développement de notre pays. Et on va inviter les Congolais qui vaut la peine d'être convoqués pour discuter des questions spécifiques qui portent sur le développement de la RDC. Merci. Et non pas dialoguer pour dialoguer et passer encore au partage des pouvoirs. Non, vous, M23, mais pourquoi on n'exige pas le dialogue au Rwanda avec le FDLR? Mais on exige le dialogue en interne pour le Congo, autant alors que c'est le Rwanda qui nous attaque. Merci. Je vais chuter par là, M. Jean-Claude. Oui, rapidement. La ligne tracée par la CENCO, moi je me suis toujours dit que la CENCO n'est pas un modèle pour ce pays. L'Église catholique, la CENCO, là, ils ne sont pas un modèle. Si vous voyez dans le pays, dans le monde, plutôt excusez-moi, dans le monde entier, le pays où la CENCO fait du bruit, s'ingère beaucoup plus dans la politique, c'est la RDC. Non, c'est parce qu'on est en RDC. Au Madagascar, il y a eu les évêques qui se sont levés lors de la marche de la INZ. Mais les évêques parlent quand il y a des questions qui sont vraiment sensibles. Mais là, on parle de la crise sécuritaire. S'il vous plaît, les questions qui sont vraiment logiques que les évêques doivent intervenir, toutes les organisations de la société civile doivent intervenir. Merci. Mais la CENCO de la RDC, c'est devenu comme une institution spéciale qui doit donner la ligne de conduite aux dirigeants. Vous voyez? Mais ici, nous ne sommes pas dans un pays, comment on dit, à une religion unique, où la CENCO, c'est une autre institution qui doit donner des lignes de conduite à la nation. Ou bien, merci, monsieur. Je reviens à vous pour conclure. En Bongo, c'est le guide suprême de la nation qui doit, n'est-ce pas, donner des lignes de conduite au président de la République. Merci. Monsieur Alain Kazadi, est-ce que la demande du dialogue est-elle opportune? Et surtout, on parle quand même de l'homme, Kabound. Si l'on regarde au niveau de l'opposition, oui, il y a encore des têtes d'affiche qui sont par moments à l'étranger, comme Moïse Katumbi. En interne, on a Martin Fayulu, voilà, qui devient un peu discret. Est-ce que Kabound veut-il vraiment incarner ce visage de l'opposition? Est-ce qu'il peut-il le faire? Monsieur Jean-Claude, quand j'ai suivi avec beaucoup d'estime l'honorable Jean-Marc, tout ce qu'il faut retenir de Kabound, c'est que, pour ma part, on dirait que c'est un diable, mais qui a lié un passage biblique. Okay. Kabound, c'est comme un Satan, mais qui a pris quand même la Bible de lire un passage biblique. Donc, ça nous pousse à réfléchir de trois manières. La première manière, c'est la personne de Kabound. Est-ce qu'elle est crédible? Non. Ça, c'est la première chose. Pourquoi la deuxième des choses, c'est maintenant les messages qui sortent de Kabound. Est-ce qu'on peut maintenant l'analyser? C'est là que j'ai dit oui. Kabound était avec nous. Si les gens aujourd'hui connaissent Kabound, c'est à cause de l'IDPS. C'est l'IDPS qui a fait de Kabound ce qu'il est. C'est Tshisekedi qui l'a amené où il est jusqu'à prendre la place la plus prestigieuse au niveau de l'Assemblée nationale. Mais parce qu'il n'a pas été fidèle. C'est comme ça qu'il s'est disqualifié lui-même. J'ai soutiré un mot dans ce que mon co-débatteur a dit. Lui, c'était, je ne sais pas, un PCR national ou bien un troueur de véhicules national. Est-ce que c'est quelqu'un comme Kabound qui manque la déontologie? Kabound, il s'est accaparé de beaucoup de choses. Il avait des conflits partout aujourd'hui. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça qui va nous dire ça? Non, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand Kabound dit qu'il va mettre les gens sous la rue. Ouais, voilà. Mais qui il va mettre sous la rue? Quand on prend aujourd'hui son parti politique, je ne sais pas son nom, mais au moins je connais que c'est le parti, au moins je connais Kabound, je ne connais pas son nom. C'est le cash, quelque chose comme ça. Cash, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Un cash chez nous, ici on appelle un cash, ce sont des petits animaux comme ça qu'on mange. Donc, attention, moi je ne connais pas. Aujourd'hui, les partis de Kabound, à part lui à Kinshasa, vous connaissez la représentativité
où Kabound peut dire, il lance un appel au niveau non, il a un parti, c'est implanté sur le territoire, agir pour les changements. Laissez les grappons, agir pour les changements. Laissez les grappons continuer à sauter et laissez les oiseaux voler en haut. Ne faisons pas la part des choses ici. Mais seulement ce que je trouve important, Kabound dit, nous devons dialoguer. Oui, en Africanus, quand les choses ne marchent pas, on dialogue. On se pose maintenant la question, est-ce que les problèmes qu'on a aujourd'hui dans ces pays, ça intervient les dialogues ou ça cherche une situation, une intervention militaire? Est-ce qu'il y a une crise interne ici, une communauté avec une autre communauté, un club avec une autre? Mais il y a des politiques qui sont en dehors du pays, en exil. Non, mais les gens là qui sont en dehors, il faut décrisper l'espace politique. Les gens là qui sont en dehors, vous allez voir que chacun a toujours un fait pour lequel il n'a pas accepté d'être devant les juges pour répondre à des questions. Vous n'allez pas voir quelqu'un qu'on a poussé dehors par la force. Citez-moi un opposant où Tshisekedi a dit celui-ci, on ne veut pas le voir ici. Je vais conclure ici. Le malheur de Tshisekedi, c'est d'avoir un mandat où il n'a pas eu d'opposant. Et Tshisekedi avait dit, quand IDP sera au pouvoir, nous n'aurons pas d'opposants. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'opposants sérieux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tous ces gens qui se prétendent aujourd'hui opposants, ils ont dans leur placard quelque chose de sale. Quand Mata Tamponyo va lever la main pour dire je suis opposant, on va lui brandir dossier Bukangalonzo 285 millions. Citez-moi un autre opposant et puis je lui colle un dossier qui est attaché. Voilà, merci. On va finir justement par là. Est-ce qu'on peut craindre la menace de Larry? C'est Kabound. Il a dit il maîtrise aussi Larry. Hein. C'est un fils de l'IDPS, donc on ne peut quand même pas lui enlever cette vertu. C'est une menace d'un crapaud qui ne saura pas courir. Vous savez, j'ai aimé ce qu'il a dit. On n'appelle pas cohésion nationale parce qu'il y a un individu qui a des problèmes avec la justice et qui a refusé de se présenter devant la justice, qui a fui. Et puis on appelle cette discrimination cohésion sociale. Parce que moi je me suis toujours dit, si nous restons dans la logique que chaque tribu, chaque ethnie, nous en avons 450 tribus en République démocratique du Congo, 270 ethnies en République démocratique du Congo. Mais si chaque tribu et chaque ethnie commence à défendre ses élites, ça ne sera plus encore, ne seront plus encore dans une nation. Voilà, merci parce monsieur. Que quand on dit que parce que tel est en dehors du pays, on doit négocier, on doit dialoguer pour que l'autre rentre. Non. Ceux-là sont des individus. Ils sont pris individuellement, cas par cas, parce qu'ils ont des problèmes avec la République. Voilà, on finit par la séance carton. La République n'a pas chassé un individu tout simplement parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il ne répond pas aux conditions pour travailler avec. Merci, monsieur Jean-Claude, merci. Parce qu'ils ont des problèmes. Voilà, merci, monsieur. Voilà. On va finir par la séance carton, rapidement. Allez, monsieur Alain Kazadi, cadre ARDEV, quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? Rapidement. Mon carton d'aujourd'hui, c'est un carton vert. Un carton vert. Je l'adresse à Vital Kamerhe. Pour la simple raison qu'il a fait preuve qu'il est un homme d'État. À un moment, il a trouvé entre lui et la République, il a choisi la République. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que je l'ai vu à l'Assemblée nationale, où il est allé remplir toutes les formalités et il a siégé comme élu du peuple. Ça a été pour moi une satisfaction de voir quelqu'un qui était président de l'Assemblée. On l'a déchi avec tout ce qu'il y a eu et on le revoit encore là-bas pour venir servir la nation. Je me suis dit, les hommes d'État, il y en a encore. Merci. Même si vous demandez quand même les changements de la classe politique. Oui, même si on demande les changements, mais les hommes d'État, il y en a encore. Voilà. Monsieur Jean-Claude Kapita Kayati, vous êtes cadre MLC. Quel est votre carton et vous l'adressez à qui? Évidemment, mon carton également, il est vert aujourd'hui. Je l'adresse à l'homme d'État, Jean-Pierre Bemba-Gombo, pour le travail qu'il cesse d'abattre au niveau de son ministère. Il fait quoi? Vous le voyez? Il travaille, il est au four au moulin. Ah, il est en train, s'il vous plaît. Oui, qu'il finisse, voilà. S'il vous plaît. Oui. Il est en train de redresser son domaine, qui était par terre. Parce que depuis son entrée, il a commencé d'abord par fermer des ports illégaux. Tout à fait. Des ports qui ont existé, qui servaient
comment je dirais, des kiosques ou bien, je dirais, des boutiques pour certains individus. Jean-Pierre Mbemba toujours? Oui, ben c'est lui qui a fermé. Les présidents devraient prendre la décision la plus haute de les mettre dehors. Non, c'est notre débat. Ah ouais, voilà, on va les laisser finir. Allez, rapidement, monsieur Jean-Claude. D'ailleurs, ton président, d'ailleurs, qui a ah là là. C'est un monsieur qui joue à l'hypocrisie. Non, on va éviter les fixettes. C'est un monsieur qui joue à l'hypocrisie. Merci. On va éviter les fixettes pour rien. On finit par là en beauté. Voilà, merci. Merci et au revoir. Alors, vous me coupez, monsieur Jean-Claude.